Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous sur Tri TV, la télévision interactive, mais aussi sur Watt FM, la radio 100% urbaine, puisque cette émission se tient en simultané. Selon l'OMS, en 2020, l'on a détecté un peu plus de 19 millions de nouveaux cas de cancer, ayant causé la mort d'un peu plus de 10 millions de personnes dans le monde entier. Quand on imagine que ces cas ne concernent que les cas détectés, on est à même de se dire que la situation est grave. Si grave même que chaque année, le 4 février, le monde entier commémore la journée mondiale de lutte contre le cancer pour prévenir contre ces maladies. Cela dit, il faut savoir que lorsque l'on parle de cancer, il en existe plusieurs types. Pour ce qui est de ce soir, nous nous intéressons à celui du col de l'utérus. Oui, le cancer du col de l'utérus est un véritable problème de santé publique au Burkina Faso. Deuxième cas le plus fréquemment détecté en termes de cancer au niveau de la jante féminine, le cancer du col de l'utérus est le premier motif de décès lié au cancer au niveau des femmes. Face à la situation, l'État burkinabé se mobilise à travers des actions menées par le ministère de la Santé. Mais à côté de ces actions, il y a ces organisations de la société civile qui en font de la lutte contre le cancer du col de l'utérus leur cheval de bataille, parmi lesquels nous avons Médecins du Monde, mais nous avons aussi G.I. Piego, qui pour l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre le cancer de l'utérus propose que nous nous retrouvons ce soir pour échanger autour de la question, mais surtout des engagements pris par ces différents acteurs pour venir à bout de ce cancer. Deux organisations qui sont si bien représentées ce soir sur ce plateau. J'ai avec moi monsieur le docteur Rachimou Aboubakar, spécialiste en sciences infirmières. Vous êtes coordonnateur médical médecin du monde français. Bien, c'est là au Burkina Faso. Exact. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Mais aussi, nous avons docteur Traoré Linda. Vous êtes médecin, gynécologue. Vous êtes responsable projet Success à G.I. Piego. C'est ça. Merci. Merci d'être avec nous. Et à ma gauche, monsieur Belem Issoufou, vous êtes conseiller administratif et pédagogie à l'Institut IFRIS. Vous êtes au point focal de l'Association des femmes atteintes et affectées par le cancer, en abrégé AFAC. C'est bien cela? C'est bien cela. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et le professeur Zongo Naï, vous êtes professeur agrégé en oncologie chirurgicale. Vous êtes le représentant, sinon même le président de la coalition burkinabé contre le cancer, en abrégé COBUCAN. C'est bien cela? C'est bien cela. Déjà, merci à tous les quatre d'être venus nous parler de cette journée mondiale de lutte contre le cancer de façon générale et plus précisément du cancer du col de l'utérus qui est un véritable problème de santé publique au Burkina Faso. Aux téléspectateurs, je rappelle que cette émission aura deux grandes parties. Une première partie qui va consister à échanger avec nos invités sur ce plateau et en fin d'émission, pratiquement 15 minutes, on vous permettra vous aussi de pouvoir intervenir dans le cadre de cette émission en ouvrant le téléphone qui vous permettra d'interagir avec nous. Alors tout de suite, c'est vrai que le cancer du col de l'utérus, on peut dire que la définition est un peu connue ça et là, mais est-ce que rapidement on peut revenir de façon succincte sur la définition qu'on pourrait donner à cette maladie-là? Moi j'ai bien envie de commencer par la dame, j'ai fait de la discrimination positive. Docteur Traoré, je vais commencer par vous. D'accord, merci bien. Donc le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer qui atteint la partie génitale de la femme. Et cette partie génitale se trouve au niveau du vagin, au fond du vagin. Donc, c'est le bout de l'utérus qui reçoit habituellement l'enfant, voilà, et qui permet son développement pendant les 9 mois avant d'être accouché par la femme. Donc, c'est ce bout-là, c'est à ce niveau que nous pouvons avoir donc le cancer qui peut se développer s'il n'est pas vite détecté et envahir le reste donc de l'organisme de la femme. D'accord. Rapidement, est-ce qu'on peut avoir quelques conséquences liées à cette maladie de façon succincte? Oui, cette maladie, surtout le cancer du col de l'utérus, j'aime à le dire, c'est un cancer gentil. Gentil pourquoi? Parce qu'il nous donne le temps d'agir. Il nous donne au moins 10 à 15 ans d'agir. Parce qu'il n'apparaît pas cancer immédiatement, mais il commence par des petites lésions qui sont sans conséquence. Il suffit d'aller se faire dépister régulièrement et dès qu'on diagnostique ces petites lésions, on les traite et on ne parle même pas d'évolution vers le cancer. D'accord. Donc c'est aussi, ça paraît simple, mais c'est pas toujours évident. Professeur, moi j'ai envie de vous poser la question, est-ce que, c'est vrai, vous n'êtes pas forcément au ministère de la Santé pour avoir les chiffres, mais est-ce que déjà on peut avoir une idée de l'état des lieux en ce qui concerne cette maladie-là au Burkina Faso? En termes de quelques chiffres, est-ce qu'on en a?
Oui, merci beaucoup pour la question. Il faut dire pour le cancer du col de l'utérus, quand on regarde les estimations de Globocan, le cancer du col de l'utérus reste a priori le premier cancer de la femme au Burkina Faso. Mais quand on se fie à nos statistiques nationales, qui sont les statistiques qui sortent de nos registres d'anatomopathologie, des laboratoires qui posent le diagnostic du cancer, on se rend compte qu'actuellement, c'est le cancer du sein qui est le cancer le plus fréquent, qui représente 55% de l'ensemble des cancers féminins, suivi par le cancer du col, qui en représente 23%. Mais qu'à cela n'en tienne, le cancer du col reste le cancer le plus mortel, ou le deuxième cancer le plus mortel après le cancer du sein, alors que c'est un cancer qui normalement peut être soit évité, soit guéri dans près de 80% des cas. C'est toute la problématique qui tourne autour du cancer du col de l'utérus. C'est l'intérêt d'avoir un cancer qu'on peut éliminer, qui malheureusement fait encore des dégâts dans le contexte burkinabé. D'accord. Donc, comme l'a dit Dr Traoré, cette maladie, pour peu que l'on diagnostique tôt, ce n'est plus un problème. Et pourtant, c'est, vous l'avez dit, l'une des causes de mortalité en ce qui concerne le cancer au Burkina Faso. Est-ce que des actions sont menées ça et là pour pouvoir dépister très tôt cette maladie-là? Le cancer du col de l'utérus, on ne va pas aller jusqu'au diagnostic. On va dire même que c'est un cancer qui est évitable. Un cancer qui est évitable, comme l'a dit le docteur Traoré. C'est un cancer qui apparaît après une évolution de 10 à 15 ans d'une infection qui se chronicise au niveau du col de l'utérus. Ça veut dire qu'on a 10 à 15 ans pour arrêter l'évolution du processus pour que le cancer ne se développe pas. 10 à 15 ans, c'est l'âge ou c'est le temps? C'est le temps. Le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer qui est lié principalement à une infection qu'on appelle l'infection par le virus de Human Papillomavirus. Et c'est une infection qui est censée être sexuellement transmissible. Et quand la femme est infectée, l'infection a besoin de 10 à 15 ans pour modifier les cellules du col de l'utérus pour que ces cellules deviennent des cellules cancéreuses dans une petite proportion des cas. Mais ce qui est important, comme il y a 10 à 15 ans d'évolution, les différentes actions permettent de bloquer le processus pour qu'il n'y ait pas de cancer du col de l'utérus. D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose, docteur Rachimou? Oui, évidemment, parce que ce que le professeur vient de dire, c'est exactement ça. La prévention, comme on l'a dit, ça peut permettre exactement de bloquer ces actions, et c'est ce qui s'est fait actuellement sur le terrain. Nous nous mobilisons pour pouvoir travailler dans le sens à ce qu'on puisse prévenir le développement des cellules précancéreuses au cancer. Donc, du coup, toutes les actions des organisations aujourd'hui sont plus focalisées sur ces sens. On reviendra sur les différentes actions que vous menez sur le terrain. J'aimerais bien poser cette question à M. Belem Issoufou. Vous êtes le point focal de cette association-là, des femmes atteintes et affectées par le cancer du col de l'utérus. Au-delà de la maladie elle-même, vous qui êtes toujours avec ces femmes, est-ce qu'elles sont affectées moralement, par exemple, acceptées par les familles lorsqu'elles sont atteintes de cette maladie? Oui, évidemment, le cancer, c'est quand même un mal. Je rappelle qu'en Morée, on l'appelle Sankaré, pour dire que c'est quelque chose qui rentre à l'intérieur et qui ronge. Vous voyez l'igname. Quand vous coupez l'igname, vous avez l'impression que la petite plaie là, après ça, c'est fini. Vous vous rendez compte à l'intérieur que ça a bouffé tout l'organisme. C'est pratiquement ça. Donc déjà, de façon traditionnelle, les Mossis savent que c'est une maladie très dangereuse. Et tout le monde sait que quand on dit cancer, on voit tout de suite mort après. Voilà, donc forcément, ça a un impact psychologique et même social. D'autant plus que sa prise en charge comporte quand même des difficultés parce qu'il y a des processus de prise en charge qui sont plus ou moins compliqués. C'est selon la femme, le médecin et la situation aussi. C'est assez cher. Et forcément, socialement, ça impacte énormément. Et les familles sont pratiquement démunies face à cette situation. Heureusement que nous avons des organisations comme Médecins du Monde qui nous accompagnent dans ce sens-là. Voilà, et c'est l'occasion de saluer leurs gestes. Est-ce que vous avez par exemple des anecdotes où ces femmes qui sont atteintes de cette maladie font par exemple l'objet de répulsion au niveau de leur famille? Elles ne sont pas acceptées, elles sont rejetées parce qu'elles sont atteintes de cette maladie-là? Alors, nous avons une femme qui était à Ouagadougou, disons qu'elle habitait la Côte d'Ivoire avec son mari, et quand la maladie s'est déclarée, elle a été pratiquement répudiée par son mari. Elle est arrivée à Ouagadougou auprès de ses enfants, de ses filles, il n'y en a que des filles, et heureusement que lors du dépistage, on s'est rendu compte que la maladie était là,
Et assez rapidement, Médecins du Monde a réagi parce que la prise en charge a été assurée par cette organisation-là. Médecins du Monde a assuré pratiquement les chimios jusqu'au 5e, je crois. Malheureusement, cette personne n'a pas survécu. Elle est décédée il y a à peine 6 mois, au mois de septembre passé. Il y a beaucoup d'anecdotes de ce genre-là. Donc c'est une situation qui est réelle. Elle affecte beaucoup la gente féminine. Alors moi, je veux maintenant qu'on aborde les questions des actions que vous menez sur le terrain, justement, parce que là, le remède semble résider dans la prévention, c'est bien cela. Et donc, quelles sont les actions que vous menez sur le terrain pour justement prévenir contre cette maladie? Je vais commencer par vous, docteur Hachimou. Ok. Les actions, évidemment, elles sont multiples. Pour Médecins du Monde, pour IASPEGO, pour l'État et pour certains partenaires aussi qui travaillent dans le cadre de la lutte contre et de la prévention contre le cancer du col de l'utérus. Alors, nous avons des projets à différents niveaux en appui aux structures de l'État. Et ces projets, exactement, leur but, c'est de réduire aussi les facteurs liés à la morbidité et à la mortalité du cancer du col de l'utérus. Alors, c'est un travail qui se fait à plusieurs niveaux, comme je l'ai dit. D'abord au niveau primaire, qui demande exactement à ce que nous arrivons d'abord à sensibiliser l'opinion publique, les femmes, qui sont circonscrites dans une limite d'âge de 25 à 55 ans pour le moment, pour que ces femmes puissent aller vers ces structures de santé qui font le dépistage du cancer du col de l'utérus. Pour le dépistage, il y a toute une organisation autour de ça qui est suivie par un algorithme. L'algorithme, exactement, l'État a mis en place un algorithme que les partenaires sont en train d'accompagner. C'est que les femmes qui arrivent au niveau des formations sanitaires pour le dépistage, nous avons opté pour deux actions. Soit la femme fait elle-même le prélèvement, soit les cliniciens aussi font le prélèvement. Et maintenant, nous commençons soit par le test HPV, human papillomavirus dont le professeur vient de décrire, ou bien on passe par l'IVA. L'IVA, c'est l'inspection visuelle à acide acétique qui permet de visualiser bien les cellules, parce que c'est les cellules cancérisées qu'on cherche à comprendre. Alors, le professeur tout à l'heure expliquait évidemment l'un des facteurs associés au développement du cancer ou des cellules précancéreuses, c'est évidemment la présence du virus human papilloma. Alors, pourquoi on commence par ce test? C'est d'identifier d'abord, est-ce que ces dames sont positives, ces personnes qui parlent pour le dépistage sont positives à ce virus. Dans le cas où ils sont positifs, alors on peut procéder à un examen IVA pour pouvoir aussi identifier s'il y a déjà la présence des lésions précancéreuses. Alors, le dispositif qu'on a actuellement, c'est ces prélèvements et l'envoi de ces échantillons au niveau des laboratoires qui font le test et qui fait sortir des résultats qu'on a des cas de HPV positif et des IVA positifs qui nous permet de savoir qu'une femme est atteinte d'un cancer. D'accord. Alors, nous faisons ce travail, comme je disais, en appui aux structures de l'État et c'est vraiment, ils ont l'opportunité de ce travail et nous accompagnons. Exactement, Médecins du Monde le fait aujourd'hui au niveau du district sanitaire de Baski à travers 9 structures sanitaires et 2 structures de référence. D'accord. Alors, docteur Traoré, est-ce qu'on a l'adhésion de ces femmes? C'est vrai, on parle de sensibilisation, c'est un travail parfois de longue haleine, mais est-ce qu'il y a de l'engouement, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a une oreille attentive par rapport aux actions que vous menez sur le terrain? Merci bien. Il faut dire que le cancer du col de l'utérus a un algorithme que l'OMS a proposé. C'est cet algorithme que nous essayons de suivre. Mais il faut savoir que le dépistage du HPV coûte cher. Ce qui moi, fait donc... je veux bien vous laisser continuer, oui. Parce que le terme algorithme, moi, je ne suis pas sûr que nous le comprenons pour nous les profanes. C'est pour juste dire que normalement, on sait que le cancer du col de l'utérus est lié à un virus. D'accord. Normalement, il faut rechercher ce virus. Il faut qu'il soit présent pour qu'on puisse continuer vers les lésions précancéreuses. Maintenant, quand on a les lésions précancéreuses, on les traite. Mais vu que le dépistage de ce virus coûte très cher, parce que les appareils coûtent énormément cher, au niveau de notre pays, on préfère aller à la deuxième étape, rechercher donc les lésions précancéreuses. Et depuis avril 2016, l'État a décrété la gratuité donc de ce dépistage. Et nous venons accompagner l'État dans cette démarche de gratuité. Donc il nous faut apporter l'information aux femmes, qu'elles sachent que se faire dépister, ce n'est pas diagnostiquer un cancer.
Il faut l'information juste. Parce que les femmes ont peur. Elles se disent, je n'ai rien. Si je vais, puis on me dit que j'ai un cancer. C'est pas ça. Nous voulons que les femmes viennent et qu'on recherche cette lésion. Et au travers donc de ces projets-là, c'est vraiment rechercher d'abord le virus qui va permettre de faire un tri et permettre aux femmes de ne pas trop traîner, de ne pas trop s'aligner, de ne pas perdre beaucoup de temps. Quand on fait ce premier tri, toutes celles qui n'ont pas le virus, elles sont libres. Elles peuvent revenir dans 3 ans ou 5 ans en fonction de leur statut VIH. Maintenant, celles qui ont le virus, on va les suivre pour rechercher les lésions précancéreuses régulièrement. Chaque année, elles vont venir, on va rechercher ces lésions-là. Et une fois qu'elles sont là, on a de quoi les traiter. Voilà, avec des appareils ou par congélation ou par la chaleur. Et une fois que ces lésions sont détruites, on ne parle plus de lésions précancéreuses, donc on ne parle plus d'évolution vers un cancer. Donc, il faut donner ces informations aux femmes, à leurs époux, parce que vous les hommes, tant que vous ne dites pas oui, ou tant que voilà, vous ne dites pas à la femme d'y aller, bon, elles se retiennent, parce qu'on dit vous êtes les Axova. D'accord. Voilà. Et donc, par rapport à, donc, vous estimez que les hommes sont des cibles secondaires. Et donc, dans vos campagnes de sensibilisation, j'imagine que vous les approchez aussi pour ces campagnes de sensibilisation. Bien sûr. Il faut que les hommes aient l'information. Parce qu'on a dit que c'est une maladie sexuellement transmissible. Mais c'est l'homme qui dépose ce virus sur le col de la femme. Et lorsque ce virus trouve... Ça, je ne le savais pas. Voilà. Lorsque ce virus trouve une infection, c'est là qu'il va entraîner l'apparition des lésions précancéreuses. Donc, il faut sensibiliser les hommes et leur faire comprendre que ce n'est pas un cancer, c'est une lésion précancéreuse. Et ils doivent encourager les femmes. Si nous avons les hommes avec nous, nous savons que les femmes vont sortir. Parce que dans nos campagnes de dépistage que nous menons, nous avons constaté que quand les hommes disent non, nous avons peu de femmes qui viennent se faire dépister. Mais dès que les hommes adhèrent, que le chef de village donne son accord, nous sommes débordés. D'accord. Voilà. Et donc, il faut s'y prendre tôt. Alors, avant de vous poser la question, docteur, j'aimerais bien savoir, vous avez parlé d'une certaine gratuité de ce dépistage-là. C'est quoi? C'est régulièrement dans ces différents centres de santé ou c'est par session, on les organise? Parce que parfois, je vois aussi des organisations qui disent campagne de sensibilisation, voilà, campagne de dépistage contre le col de l'utérus. Est-ce que c'est permanemment un service qui est là dans tous les centres sanitaires? Normalement, c'est un service permanent dans tous les centres. Mais la difficulté, c'est que tous les agents n'ont pas été capacités, n'ont pas été formés à ce dépistage. Donc, les femmes peuvent venir, ils vont dire qu'ils ne fournissent pas ce service. Donc, nous et notre organisation avec Médecins du Monde, c'est vraiment accompagner le ministère dans cette gratuité au travers de la formation des agents, au travers de la fourniture donc des intrants, des consommables qu'il faut pour faire ce dépistage afin que ce soit réellement gratuit. Et Médecins du Monde le disaient, eux, ils mènent l'activité dans un district pour réduire la mortalité liée au cancer du col. Nous, à JH Piego, avec notre projet Success, c'est étendre, voilà, et l'élimination du cancer du col. Donc, nous allons dans 6 régions du Burkina pour essayer vraiment de toucher les femmes partout où elles sont. D'accord. Et éliminer donc le cancer du col de l'utérus, professeur, ça passe par une certaine synergie d'action. Est-ce que ces organisations, parce que là, vous êtes de la coalition, de la coalition burkinabé contre le cancer, de façon générale même déjà, est-ce qu'on a un certain accompagnement de la part de l'autorité publique, je veux dire de l'État, par rapport à vos différentes actions que vous menez? Je vais centrer mes propos sur le cancer du col de l'utérus. D'accord. Et à chaque niveau, je vais dire la part du ministère, qu'est-ce que le ministère fait, et qu'est-ce que les associations de lutte contre le cancer peuvent faire pour qu'on ait de meilleurs résultats. Quand on prend le cancer du col de l'utérus, on l'a dit tantôt, c'est un cancer qu'on peut éliminer. Et la journée mondiale du cancer de 2021, ce 4 février, l'objectif, c'est l'élimination du cancer du col de l'utérus. Qu'est-ce que le ministère a déjà fait? Sur le plan du ministère, il faut savoir qu'il y a 3 niveaux d'intervention. Le premier niveau, c'est éviter d'abord qu'il y ait infection du col de l'utérus par le virus qui est responsable du cancer,
ce virus étant le human papillomavirus dans la majeure partie des cas. Qu'est-ce qui est entrepris? Le ministère dès 2015 et 2014 a organisé des vaccinations avec l'aide bien sûr de ses partenaires dans des zones pilotes, notamment le district sanitaire de Solenzo et le district sanitaire de Bascuit. Et l'objectif du ministère, c'est d'étendre ces vaccinations qui ciblent les jeunes filles de 9 à 14 ans pour éviter que ces filles-là soient porteuses du virus qui est responsable du cancer. Donc la vaccination permet de bloquer l'infection, donc c'est une bonne méthode pour éviter la survenue du cancer du col de l'utérus. Mais la vaccination ne protège pas à 100%. Et pour le moment, nous n'en sommes pas là, puisque nous n'avons pas encore une vaccination contre l'human papillomavirus à l'échelle nationale. Ce qui fait que 80% de nos femmes, à l'instar des autres pays, sont infectées par human papillomavirus. Et parmi ces 80%, il y a un faible pourcentage, environ 10%, qui peuvent évoluer vers des lésions à même de devenir des cancers. C'est là qu'intervient le deuxième volet que le ministère a mis en route, c'est le dépistage gratuit de toutes les femmes en ce qui concerne le cancer du col de l'utérus et également le traitement gratuit des lésions précancéreuses qui seront détectées, bien sûr toujours avec l'accompagnement de ses partenaires. Dès que les lésions sont détectées et traitées, il n'y aura plus de lésions qui vont évoluer vers le cancer. Donc c'est la deuxième barrière qui permet l'élimination du cancer du col de l'utérus. Le troisième élément, c'est ce qu'on dit le traitement des cas. Parce que malgré tout, on aura quand même des cas de cancer du col de l'utérus qu'il faille prendre en charge. Et la nouveauté ou l'effort récent du ministère de la Santé, c'est de faire de telle sorte que les centres de traitement du cancer du col de l'utérus soient fonctionnels. Et le premier centre dont l'ouverture est imminente, on croit les propos du ministère de la Santé, c'est l'unité de radiothérapie du centre hospitalier universitaire Bogodogo. Il sera peut-être fonctionnel dans les semaines, les mois, ça reste maintenant des calendriers à déterminer. Il y a également d'autres centres de cancérologie dont le ministère a entrepris la construction, qui contiennent des unités de radiothérapie, qui est un élément phare des cas de cancer du col détectés. C'est le grand centre de cancérologie qui se trouve à Tengango, qui est pratiquement à 60%, voire plus, et également un autre centre de cancérologie qui sera construit dans la deuxième grande ville du pays, Bobo Dioulasso, qui va permettre de traiter les cas de cancer du col de l'utérus qui surviendraient malgré la prévention primaire par la vaccination, la prévention secondaire par le dépistage. Qu'est-ce qui s'est passé? Les associations de lutte contre le cancer, voyant tous les efforts et la volonté politique qui est sur place, on a décidé de se mettre ensemble. Chaque association a décidé de voir dans ces tests qu'est-ce qu'il a de commun avec les autres associations, et nous nous sommes mis ensemble à travers une coalition qu'on appelle Cobucan. Donc vous représentez ce soir? Donc je suis le président. Je vais dire le président. Je suis le président. Il y a un doute. Non, il n'y a pas de doute. D'accord. Il n'y a pas de doute. Donc je suis le président, et le Cobucan, c'est la coalition burkinabé contre le cancer. Et cette coalition regroupe déjà 17 associations. Et bien sûr, bien d'autres associations vont venir se joindre à nous. Et quel est l'objectif de cette coalition? C'est d'abord de faire une cartographie de tous ceux qui interviennent dans la lutte contre le cancer de façon globale et en insistant sur le cancer du col de l'utérus. Quand on aura la cartographie, ça veut dire qu'on a notre livret de famille. Quand on a ce livret, c'est maintenant aider les associations à mieux s'organiser. Et cette aide va passer par non seulement une formation sur le plaidoyer, une formation sur la communication, une formation sur la recherche des partenaires qui peuvent financer les activités des différentes associations. Et cela, nous avions l'appui des partenaires du ministère, comme également de l'Union internationale contre le cancer, l'UICC, qui vont organiser ce qu'on appelle un master course. Et ce master course va comprendre tous 4 modules qui permettront à toutes les associations de pouvoir se défendre, de pouvoir mieux mener leurs activités pour le bien-être de la population. Quand les associations seront formées, le volet suivant, c'est de faire de telle sorte qu'on répertorie les difficultés, les obstacles à la lutte contre le cancer, en insistant bien sûr sur le cancer du col de l'utérus, et au finish, élaborer un plaidoyer national de lutte contre le cancer pour non seulement le succès de nos associations, le bien-être de la population, mais c'est là en accord avec non seulement le programme
présidentielle contre le cancer et le programme du ministère de la Santé et aussi la volonté et l'appui des partenaires du ministère de la Santé. Donc on retient qu'il y a des efforts colossaux qui sont faits de la part du ministère de la Santé. Et ça, les organisations, vous appréciez cela positivement? Ça vous va? Ou bien il faut encore en faire davantage? J'aurais peut-être dû vous poser la question, mais elle, à qui veut la prendre, la parole? Je veux dire, quand je faisais mes recherches pour cette émission, on me suis rendu compte que les cibles les plus vulnérables sont ces femmes qui étaient parfois très éloignées des centres de santé. Et quand on sait que nous, dans nos sociétés, on se rend généralement à l'hôpital quand c'est chaud, et là on parle de prévention. Qu'est-ce qui est fait pour, je sais que vous n'êtes pas dans l'action décisionnelle, mais qu'est-ce qui est fait pour rapprocher, n'est-ce pas, ce dépistage-là de ces femmes? Est-ce qu'on pense parfois à délocaliser, à faire des équipes mobiles pour pouvoir rejoindre ces femmes dans les localités pour des dépistages? D'accord, merci bien. Et par rapport à cette question, je vais préciser que JHPGO est donc une organisation internationale de santé et à but non lucratif et qui est affiliée bien sûr à l'université Johns Hopkins et qui a une vision. Cette vision-là, c'est un monde vraiment où toutes les femmes et leurs familles pourraient bénéficier d'un accès équitable à des services de santé de qualité. Et la qualité, ça veut dire que les prestataires sont bien formés. Et donc, on donne tout ce qu'il faut pour que la femme puisse vivre longtemps et s'occuper donc de sa famille. Et par rapport à cela, ça veut dire qu'on a une vision, on a un objectif. Nous voyons l'effort qui est donc fait par le gouvernement. Mais le gouvernement ne peut pas tout faire. Et nous venons en effet en appui. Voilà pourquoi je vous disais tantôt que le projet Success, c'est étendre l'élimination du cancer du col au travers donc de cette prévention secondaire. Et donc nous allons vers les régions, au bassin et cascade, que ce soit le centre-est, centre-ouest, plateau central, voilà. Donc nous essayons d'aller là où sont les femmes. D'accord. Et nous organisons également des campagnes en stratégie avancée pour aller vers ces femmes qui sont dans des coins très reculés et qui n'ont pas accès toujours aux soins. Aller vers elles pour les dépister. Vu que c'est un cancer évitable, il faut que nous mettions les moyens qu'il faut pour atteindre vraiment notre vision de ce monde des femmes vraiment en bonne santé. D'accord. Voilà, parce que vous savez qu'une femme gagnée, c'est une famille gagnée, c'est une nation gagnée. Bien sûr, bien sûr. On paraît vous oublier, mais je la réserve pour vous, cette question-là, parce que là, vous êtes avec des femmes, je dirais, comme l'a dit le professeur, malgré tout, il y a toujours des cas de cancer et dont vous êtes le point focal, n'est-ce pas, de cette association des femmes atteintes de cette maladie ou affectées. Alors, il a énuméré tout un tas de mesures prises par le gouvernement, mais lorsque la femme est déjà atteinte par le cancer, est-ce qu'il y a des efforts, des actions qui sont menées par le gouvernement vis-à-vis de ces femmes-là? Oui, il faut dire que pour ce qui est de... Je vous ai parlé de plusieurs processus de prise en charge. Le professeur et docteur Traoré sont mieux placés peut-être pour clarifier cela. Vous savez qu'il y a la chimiothérapie, il y a la radiothérapie, il y a la chirurgie. Alors souvent, la femme est en face de ces trois situations. Le médecin peut commencer par la chimiothérapie, et cela se fait au Burkina. Il va peut-être passer par la radiothérapie qui se fait à l'extérieur. Ça se fait au Ghana, ça se fait en Côte d'Ivoire et au Mali, pas au Burkina. Et Dieu merci, il vient d'évoquer tout de suite ce matin, nous l'avons entendu de la bouche même du premier responsable du département de la santé, professeur Ouedraogo Charlemagne, qui dit que bon, si tout va bien, en tout cas en 2021, nous aurons l'ouverture de notre service, de notre centre de radiothérapie. Ce qui est vraiment positif, ça va réduire considérablement la prise en charge. Parce que la prise en charge de la radiothérapie, c'est des millions quand vous allez à l'extérieur. Vous voyez. Donc c'est assez cher, ça fait beaucoup. Donc on peut remercier déjà le gouvernement pour toutes ces actions qui sont menées, mais il faut dire que ça ne suffit pas. Permettez-moi de revenir un peu sur l'engouement des femmes. Il faut dire que sur le plan national, le dépistage est intégré dans la gratuité des soins, il faut le dire. Ça veut dire que normalement, quand vous allez vers une formation sanitaire, en tant que femme, vous êtes censé être prise en charge dans ce domaine-là aussi. Alors,
Malheureusement, plusieurs facteurs rentrent en ligne de compte qui font que ce n'est pas toujours le constat, soit des ruptures de consommables, soit l'indisponibilité des choses de certains agents, soit que l'agent même n'est pas formé à cela et la personne qui a été formée est peut-être en descente de garde ou est absente. La mobilité également du personnel fait que ce n'est pas toujours aisé. Donc il y a un certain nombre de situations comme ça qui font que ce n'est pas toujours facile. Et puis, il y a l'acceptation aussi de messages qui est transmis aux femmes et aux familles. Il faut dire, comme on l'a dit, les hommes et les femmes sont concernés. Parce qu'au bout du compte, on l'a toujours répété, le dépistage est là, mais l'engouement n'est pas à la hauteur de ce que nous aurions souhaité. Parce qu'il faut un engagement total des communautés. Est-ce que ce n'est pas une question taboue que d'aller se faire, par exemple, dépister? Pourquoi? Non, ce n'est pas une question taboue, parce que le cancer, c'est une maladie comme toute autre. Dans l'entendement de nos sociétés, le docteur a dit que parfois il faut l'accompagnement des hommes. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, il faut l'accompagnement des hommes. Mais cela dit, même à Ouagadougou ici, l'engouement n'est pas à la hauteur de ce que nous souhaitions. Ça, il faut le dire. Mais est-ce qu'au niveau de Ouagadougou, on est censé écouter les radios, les médias et tout ça. On a quand même une avance sur les populations qui sont dans les zones plus reculées. Justement, au niveau de cette association, vous qui vivez avec des cas qui peuvent être des exemples, des cas d'école pour prévenir celles qui ne sont pas encore atteintes, qu'est-ce que vous faites justement pour créer cet engouement au niveau de ces femmes-là? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Le travail est focalisé sur deux axes. Il y a la sensibilisation et il y a le plaidoyer aussi. Alors, pour ce qui est de la sensibilisation, la mobilisation sociale, on essaie de faire tant bien que mal ce qu'on peut. Il faut mobiliser d'autres associations, les associer au combat également. C'est pour cela d'ailleurs que grâce à Médecins du Monde, on a formé des pères éducatrices qui nous accompagnent dans ce travail-là, surtout dans l'ère sanitaire de Bascuit. C'est vrai que beaucoup de choses sont faites, ça avance, mais nous avons quand même un objectif à atteindre, ça veut dire qu'un engouement au-delà de 60 à 80%. C'est ce qu'on souhaite. Voilà. Et pour ce qui est du plaidoyer, évidemment, des démarches sont faites. Nous avons organisé au cours de l'année 2020 deux campagnes de plaidoyer à l'endroit de certaines cibles bien privilégiées pour que ces cibles-là puissent nous accompagner. Ça me permet de revenir sur la vaccination. Nous avons pu toucher le ministère de la Santé pour ce sujet-là, pour qu'on intègre la vaccination des jeunes filles de 9 à 14 ans dans le programme élargi de vaccination. Ça, c'est une bonne chose. Et ça a été acté. Et peut-être que dans quelques mois, on aura l'opérationnalisation. C'est également la même chose pour la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, qui sont des cibles assez fragiles et dont il faut s'en occuper. Et le secrétaire permanent également nous a ouvert un boulevard parce que dorénavant, c'est intégré dans le plan stratégique du secrétariat permanent. Ça, c'est une bonne nouvelle. Également au niveau du ministère des Finances, là aussi, on nous a donné, en tout cas, une affirmation comme quoi, dorénavant, on ajoutera la cagnotte habituelle quelque chose pour accompagner. On l'espère exactement, bien, exactement. Je sais que professeur et docteur, vous voulez intervenir, mais je vais poser cette question à docteur Rachim. C'est vrai, Rachimou, pardon, des actions sont menées, mais c'est pas sans difficulté. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez le plus sur le terrain? Tout à fait. Je me précipitais pour évidemment pouvoir intervenir. C'est évidemment dans ce sens. D'accord. Et je pense que les collègues qui ont déjà dit, ils ont dit beaucoup de choses en termes de difficultés. C'est vraiment les insuffisances en termes de renforcement de capacité de tous les agents qui devraient quand même s'intégrer dans cette activité, parce qu'on demande de systématiser le dépistage, mais quand les uns et les autres ne sont pas formés, il y aura blocus. Et quand on demande de dépister aussi encore plus et qu'il n'y a pas d'intrants assez suffisant pour couvrir le nombre de personnes qui de l'autre côté on est en train de sensibiliser pour arriver, pour faire ce dépistage, il peut y avoir aussi des difficultés. Et on a parlé exactement de l'adhésion des hommes. Je pense que l'une des perspectives sur lesquelles nous voulons travailler aussi, c'est de faire en sorte qu'on intègre de plus en plus une composante où nous allons intégrer les hommes à pouvoir accompagner les femmes dans tous ces processus-là. Alors, le coût, exactement, le docteur Lina l'a dit tout à l'heure, exorbitant, pour lequel on sait que pour beaucoup d'intrants, surtout liés au génotypage,
Et c'est là, au test human papillomavirus est tellement lourd qu'aujourd'hui, nous, la logique dans laquelle on est en train de partir, c'est de pouvoir prouver que faire ce test, ça peut faire gagner encore du temps, ça peut faire sauver des vies, mais il faut faire un plaidoyer aussi pour que le coût soit réduit, pour que nos pays en voie de développement puissent encore supporter ces coûts et pouvoir s'approprier de ces vaccins, de ces intrants, pour qu'on puisse aller. De l'autre côté, c'est la question de la vaccination, on sait que quand on arrive à introduire la vaccination dans les systèmes de vaccination, ça peut permettre exactement de faire une grande prévention avant d'arriver exactement à des niveaux de traitement. Et tout à l'heure, le professeur parlait de traitements en termes de chirurgie, de traitements en termes médicaux qui sont tellement lourds. Et aujourd'hui, nous n'avons pas toute la capacité au niveau pays pour pouvoir faire face à cela. Alors, nous, les partenaires, nous sommes en train de nous engager aussi à voir, au-delà des zones dans lesquelles on intervient, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner l'État dans ce sens-là. Donc, c'est vraiment dans nos perspectives, dans nos idées, que nous voulons aussi voir qu'est-ce qu'on peut faire pour tacler toutes ces difficultés qui sont citées par les uns et les autres. D'accord. Voilà, vous voudriez ajouter quelque chose? Je vais vous passer la parole. Je commence par professeur, rapidement. Qu'est-ce que vous voulez ajouter? Non, je vais juste ajouter que quand même, il y a de la pudeur qui est un obstacle, non seulement au dépistage. C'est pas que même quand le mari autorise, il y a des femmes qui n'y vont pas. D'accord. Parce qu'elles ont honte d'aller se faire examiner. Ça, c'est une réalité. D'accord. Et même souvent, quand elles viennent tard à l'hôpital avec des cancers très avancés, parce qu'elles ont eu honte de venir à l'hôpital dès le premier signe. Elles sont poussées à l'hôpital par des complications qui sont devenues insupportables. Donc la pudeur, c'est une réalité dans notre contexte. Donc le rôle de la coalition burkinabé contre le cancer, c'est de former les différentes associations membres dans la communication pour que le plaidoyer auprès, par exemple, de chefs coutumiers, de chefs religieux, et également auprès des femmes elles-mêmes et auprès de leurs maris soit fait de telle sorte que quand il y a des actions menées, que ce soit par le ministère de la Santé, que ce soit par leurs partenaires, qu'il y ait une adhésion forte de la population. Donc la coalition se veut l'interface entre la population, puisque nous sommes la population. C'est la représentation civile de la population en réalité, qui fait des plaidoyers. Et également, quand les différents traitements seront disponibles au Burkina Faso, comme il le dit, les traitements sont inaccessibles. Mais traiter les cancers cas par cas, c'est très bien, ça soulage une famille, mais ça ne peut pas soulager les 20 millions de Burkinabés. Ce qu'il faut, c'est une action forte, avec des lois claires, peut-être votées par l'Assemblée nationale, sous la pression ou avec le plaidoyer des associations du ministère et également des partenaires du ministère, pour que la prise en charge du cancer soit prise en charge. Parce que pour le moment, c'est le dépistage du cancer qui est pris en charge. Ouais, mais quand on vous détecte un cancer, une lésion précancéreuse, elle est prise en charge. Mais quand vous détectez un cancer, vous le prenez en charge. Et donc c'est votre combat aujourd'hui? Le combat est que on va déjà gagner avec le ministère. Ils ont déjà beaucoup fait. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on demandera plus. Par exemple, avec la radiothérapie, nous, en tant que Kobikan, on ne comprendrait pas qu'une femme burkinabé ne puisse pas faire de la radiothérapie quand la radiothérapie sera disponible au Burkina Faso, alors que sa vie en dépend. Donc il y a beaucoup d'actions qui sont à revoir, et comment le faire? Nous ne sommes pas des syndicats, nous on utilise le plaidoyer et la communication. D'accord. D'ailleurs, comme dirait l'autre, Nelson Mandela a dit, c'est la meilleure forme, donc la communication. Docteur, vous voulez ajouter quelque chose avant que je ne permette aux téléspectateurs de faire des commentaires? Oui, je voulais juste ajouter, et par rapport à ce que vous demandiez, si les femmes n'étaient pas un peu gênées par rapport à cette question. Je veux dire, bien sûr, parce que vous savez que dans notre culture, c'est un sujet qu'on n'aborde pas, tout ce qui concerne le sexe. Alors que Unité qui finance le projet Success tient à ce que toutes ces femmes-là, de 25 à 55 ans, qui est la tranche d'âge et que le ministère a arrêté pour pouvoir dépister les femmes 25 à 55 ans, que toutes ces femmes-là puissent avoir l'information juste et qu'elles puissent être dépistées, qu'elles n'aient pas peur. Et donc, nous allons mettre l'accent sur la communication, la sensibilisation, la mobilisation. Et avant bien sûr de vous permettre de vous exprimer, je rappelle aux téléspectateurs mais aussi à nos éditeurs qui nous suivent. Vous nous suivez sur le groupe de TGP, notamment sur Watt FM, la radio 100% urbaine, mais aussi sur Trui TV, la télévision interactive. Et en marge de la journée mondiale contre le cancer, JH Piago, en partenariat avec Médecins du Monde, organise cette émission qui nous permet d'échanger. Et j'ai avec moi sur ce plateau le docteur Rachimou Aboubakar, spécialiste en services
en sciences infirmières. Vous êtes coordonnateur médical médecin du Monde de France. Et avec moi sur ce plateau également, Dr Traoré Linda, médecin gynécologue, responsable projet Success à GH Piego. Et puis Monsieur Belem Issoufou, conseiller administratif et pédagogie à l'Institut IFRIS, point focal de l'Association des femmes atteintes et affectées par le cancer, en abrégé AFAC, et le professeur Zongo Nayi, professeur agrégé en oncologie chirurgicale, représentant la coalition burkinabé contre le cancer, donc le COBUCA. Vous êtes donc désiré d'apporter des commentaires, des témoignages par rapport au cancer du col de l'utérus au Burkina Faso. Vous avez des cas à partager avec nous. Le téléphone est ouvert à présent. Vous pourrez nous joindre au 25 36 04 04. Je reprends, 25 36 04 04. Le numéro est affiché au bas de votre écran. Vous pourrez donc nous joindre pour apporter des contributions, des commentaires ou même des témoignages, pourquoi pas. Docteur Rachimou. Oui, je ne voulais pas perdre le fil de ce que Linda venait de dire. Exactement, pour régler toutes ces questions liées au tabou, au truc de dépistage. Et dans les innovations que nous avons apportées, c'est évidemment que la femme elle-même puisse faire le prélèvement et porter pour que le test soit fait. Et nous pensons que c'est cet état de fait et cette situation, en termes d'innovation, ça peut permettre aux femmes d'être plus souples, d'être plus à l'aise pour pouvoir faire ce dépistage-là au moment où ils ont l'information, d'avoir accès aux services de santé. Donc ça, c'est l'une des choses que j'avais voulu ajouter à ce que Dr. Linda disait. Vous voulez ajouter quelque chose ? Docteur, professeur? Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que le test, les autotests, c'est possible, mais cela s'entend à des femmes avec qui on a déjà communiqué. Parce que même avec les agents de santé, c'est un apprentissage progressif. Avec les femmes, quand on prend Ouagadougou, Bobo Dioulasso et Koudougou, c'est des grandes villes, les femmes comprennent assez. Mais la cible principale, c'est les millions de femmes qui vivent en zone rurale, qui sont surtout analphabètes, qu'il faut faire comprendre un test. Tout à fait. Donc, mais si la communication et la sensibilisation précèdent les autotests, c'est faisable. D'accord. Voilà. C'est faisable donc. Et une autre question, ça c'est à vous, Monsieur Belem, que j'aimerais bien la poser. Pour ces femmes qui vivent, on a parlé de tabou. Est-ce que, c'est vrai que je voulais poser en début d'émission, mais j'insiste encore là-dessus. Est-ce que d'un point de vue social, il y a un travail qui est fait pour peut-être permettre à ces femmes de se réintégrer, se retrouver dans la société? Parce que peut-être on ne le dit pas, c'est peut-être un témoignage que moi aussi j'apporte. Parfois, certaines maladies font qu'on vous accuse de tout ce qui n'est pas accusable. On vous traite de tous les noms. Est-ce qu'il y a un travail psychologique qui est fait auprès de ces femmes atteintes de ce cancer-là? Alors, quand vous parlez de travail psychologique, c'est une grosse interrogation, parce que nous en parlions il y a juste quelques jours. C'est vrai que déjà au Burkina Faso, nous n'avons pas plus de 5 ou 6 psychologues cliniciens. Ça, c'est déjà une limite objective qui est là. Mais je crois que nous faisons plutôt de l'accompagnement un peu comme, pas un counseling, mais soutien psychologique, même si ce n'est pas bien structuré comme ce devrait être le cas pour un psychologue. De toute façon, vous le savez très bien, combien de Burkinabés vont chez un psychologue. Ça, c'est une réalité, il n'y en a pas. Mais on fait quand même ce qu'on peut pour accompagner ces femmes-là, pour accompagner les familles. Mais j'avoue que ce qui est fait est largement en deçà de ce qui devrait être fait. On en reparlera et on me fait signe que nous avons un téléspectateur en ligne. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes en direct. Bonsoir. C'est une téléspectatrice, bienvenue à l'émission. J'ai entendu madame... Est-ce que vous pouvez se présenter rapidement, s'il vous plaît? C'est madame? Du dépistage. De quel âge à 55 ans? Cela veut dire que les femmes qui ont 60 ans là ne font pas partie ou quoi? D'accord, madame, vous vous êtes pas présentée, c'est madame? C'est madame Fatih. D'accord, on va prendre ça comme ça, madame Fatih. Merci beaucoup pour votre intervention. C'est une précision. Allez, merci à vous également pour la fidélité. Je rappelle, vous pourrez participer à l'émission au 25 36 04 04. Docteur, on parle d'une fourchette de 25 à 50 ans, c'est bien 55 ans. Mais je pense que c'est plutôt un plaidoyer. Pourquoi ne pas prendre au-delà de 55 ans? Nous n'allons pas au-delà de 55 ans parce que nous savons, selon les données de l'OMS, c'est surtout l'âge de 30 à 49 ans
D'accord. Et en Afrique ici, les débats qui ont été menés, on dit qu'il fallait descendre un peu plus parce que le mariage est précoce et tout. Donc, ce qui a permis d'étendre de 25 à 55 ans. C'est pas pour dire qu'au-delà de ça, on ne fait plus le dépistage, mais on ne peut plus faire le dépistage que nous avons mis de masse parce que à un certain âge, le col de la femme se modifie. Et donc, ce type de dépistage n'est plus approprié. Voilà, pour ces femmes au-delà de 55 ans. D'accord. Mais si toutefois on arrivait à faire ce plaidoyer pour la prise en charge, si des femmes au-delà de 55 ans sont atteintes, elles pourront être prises en charge? Bien sûr, bien sûr. Ça veut dire on ne peut pas refouler une femme. Toute femme qui vient, on lui explique, mais on ne peut pas la refouler. Donc, on dépiste. Si on voit que son col permet de faire le dépistage, on le fait. Mais si ça ne permet pas, on va demander un autre examen, vu son âge et l'état du col. D'accord. Alors, on a parlé de psychologue, de la prise en charge, une difficulté bien réelle hein, que M. Belem Issoufou évoque ici. Mais vous, en tant que coalition, n'est-ce pas, de ces organisations de lutte contre le cancer, c'est vrai, on n'a pas de psychologues, de spécialistes, mais est-ce qu'il y a un accompagnement aussi moral par rapport à cela lorsque les femmes sont atteintes de cancer du col de l'utérus? D'accord, merci. Je tiens à préciser que quand on prend la sous-région, je m'y connais un peu, dans le domaine de la cancérologie, le Burkina Faso est l'un des pays qui forme le plus. D'accord. C'est l'un des pays qui donne le plus de bourses pour se former dans les différents domaines de la cancérologie. À telle enseigne que parfois les bourses sont disponibles, mais il n'y a pas de preneur. D'accord. Par exemple, cette année, quand vous prenez l'oncologie médicale, il y a eu 3 bourses. Il n'y a eu aucun médecin qui a voulu faire de l'oncologie médicale. Ça peut s'expliquer? Ça peut s'expliquer par la spécialité, par les types de malades qu'on rencontre. Un autre téléspectateur en ligne, je vous reprends, ou bien parce qu'il n'y a pas de l'argent là-bas. Bonsoir, vous êtes en direct, bienvenue sur Truc TV et sur Watt FM. Bonsoir monsieur. Vous êtes en direct. Bon, j'ai une question à poser. C'est monsieur? Monsieur Ketgamadi, vous attend? D'accord, monsieur Ketgamadi, on vous écoute. Ouais. Je voulais dire, parce que par exemple, on a vu il y a l'ONU-SIDA. Est-ce qu'il y a une structure de l'ONU qui s'occupe aussi de cette maladie? Parce que, en remarquant, cette maladie est ravageuse. Et puis, les institutions internationales ne s'occupent pas vraiment. Moi, c'est quelque chose qui m'intrigue, quoi. D'accord. Donc, c'est la question que j'ai à poser à vos invités. Merci beaucoup, monsieur Kietga. Merci pour votre fidélité. Alors, au regard de la situation, comme il le dit si bien, est-ce qu'une organisation des Nations Unies s'occupe spécifiquement de ce cancer-là? Oui. Et je vais rappeler que le 17 décembre dernier, l'OMS a lancé la journée de l'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030. C'est pour dire que l'OMS en fait un cheval de bataille et tout est focalisé pour que nous puissions, main dans la main, lutter contre ce cancer-là. D'accord. Donc, il y a quelque chose qui est fait à ce niveau. Donc, l'OMS est déjà l'organisation habilitée à s'occuper de ça. Voilà. Docteur, pourquoi il n'y a pas cet engouement pour cette formation? Je reviens sur ma question. Je vais même terminer, parce que pour ce qui concerne l'aspect de la psychologie médicale, c'est vrai que tous les cancérologues en place, ils font ce qu'on appelle de la psychothérapie de soutien à toutes les femmes. Et dans la famille constitue aussi une base de soutien psychologique. Mais le ministère a lancé même des bourses pour l'aspect psychologique, mais il n'y a pas eu de candidat. Ça veut dire qu'il faut des plaidoyers pour que les jeunes médecins, les infirmiers, les médecins s'intéressent à la spécialisation dans le domaine de la cancérologie. Pour ce faire, il faut démystifier le cancer. Professeur Zongo, vous pesez bien vos mots. Il n'y a pas eu de postulants, ou il y a eu des postulants, on n'a pas retenu. Il n'y a pas eu de postulants. D'accord, c'est bien clair. Puisque ce sont des concours, dès qu'il y a des postulants, à moins d'avoir une note éliminatoire, on prend le nombre de bourses disponibles. Je pense que... Il faut stimuler, parce que si vous regardez ceux qui sont déjà en place, s'ils travaillent dans des conditions qui n'attirent pas les cadets, ils n'auront pas tendance à venir vers cette spécialité. C'est-à-dire qu'il faut revaloriser la spécialité et également dédramatiser le cancer quand les conditions seront réunies et que les malades guérissent. Parce que le médecin, c'est quoi? On vit de 3 éléments. Le premier élément, c'est bien sûr la rémunération qui vous permet de subvenir aux besoins de votre famille. Mais cela n'est pas suffisant.
Le médecin vit surtout de la guérison de ces malades. Quand vous traitez plusieurs malades qui sont guéris, vous êtes valorisé, vous vous sentez bien, vous avez envie de poursuivre. Mais quand tous vos malades meurent au bout d'1 an, 2 ans, vous rentrez ce qu'on appelle le burn-out. Ça veut dire quelqu'un qui fait un travail mais qui n'a pas de résultat. Vous le voyez, il se désintéresse à son travail, vous ne comprenez pas, c'est parce qu'il n'a pas de résultat, vu les diagnostics tardifs, vu les conditions de travail, vu que même quand c'est diagnostiqué parfois tôt, les femmes n'ont pas les moyens de se traiter. Tout à fait. Quand tous ces problèmes seront résolus, le domaine de la cancérologie va être beaucoup plus reluisant et ça va faciliter l'action des partenaires du ministère lui-même et des associations de lutte contre le cancer et des praticiens hospitaliers. Une fois de plus encore, je reviens sur les appréhensions que nous avons. Est-ce que ce n'est pas aussi cette assertion qui estime que c'est une maladie réservée, n'est-ce pas? Le cancer est généralement réservé aux pays occidentaux, qu'il n'y a pas d'engouement aussi? La question, qui veut la prendre, M. Belem, rapidement, parce qu'on s'y va à la fin. Je crois que c'est une fausse assertion parce qu'il n'y a pas que les pays européens où les populations font le cancer. Le cancer, peut-être que les noms ne sont pas pareils, mais le cancer existe bel et bien en Afrique. La preuve, je vous ai dit, en Morée, ça s'appelle Sankari. Donc ça existe dans nos traditions. Le cancer existe bel et bien. Je voulais juste ajouter... On est pratiquement à la fin de l'émission, mais je vous laisse y aller. Ça sera probablement le mot avec lequel on va vous prendre pour la fin. D'accord. C'était juste pour dire que le problème du cancer, quand on voit cancer, on voit mort. Ouais. Et donc, quand on parle de la mort, personne ne veut y penser. Pourtant, nous allons tous y passer. C'est ça. Donc, je pense que le vrai problème vient de là. Comme le disait le professeur, il faut démystifier. Donc, je pense qu'avec Médecins du Monde, le projet Success va œuvrer vraiment à l'élimination du cancer du col au Burkina Faso d'ici 2020, comme le demande l'OMS. Votre mot de fin, ce serait ça? D'accord. Docteur Hachimou, avec vous, le mot de fin, c'est quoi? Ça passe tellement vite, hein? Oui, évidemment, je voulais répondre justement, c'est qu'il faudrait que nous puissions travailler déjà dans le volet préventif, parce que c'est ce qui fait que, évidemment, les gens sont dépistés tardivement et ça serait compliqué aussi pour une prise en charge assez adéquate qui donnera un pronostic assez vital. Donc, du coup, nous allons mettre en tout cas toutes nos énergies, toutes les forces pour pouvoir travailler du point de vue préventif, en tout cas pour qu'on puisse arriver déjà à réduire l'incidence du cancer du col de l'utérus. Monsieur Belem, très rapidement. Oui, je dois dire que les médias aussi ne nous accompagnent pas suffisamment parce que quand vous contactez un média pour chose, c'est vrai, il faut payer puisque de toute façon, il faut bien que vous vivez. Donc, ce n'est pas aussi facile de notre côté. Mais pourtant, quand vous organisez des activités, que vous invitez les journalistes, quand c'est caractère social, le plus souvent, on y va, hein. Oui, mais c'est... Quand vous organisez des activités de sensibilisation, la preuve en est que nous sommes, j'allais dire, un des outils de communication que vous utilisez dans ces différentes organisations. Oui, mais nous ne vous avons pas vu ce matin au ministère de la Santé, par exemple. Est-ce que vous avez envoyé des correspondances? Évidemment. Vous êtes sûr? Si. D'accord. C'est un exemple. Faites un effort de votre côté. D'accord, c'est compris, c'est noté. Professeur, avec vous, le mot de fin, ce sera lequel? Moi, ça va être un mot d'espoir. D'accord. Quand je regarde l'engouement du ministère de la Santé, l'engouement des partenaires du ministère de la Santé, des associations de lutte contre le cancer, cela tend à nous faire croire qu'on sait ce qu'on cherche. Donc c'est sûr qu'on va trouver ce qu'on veut. C'est pour reprendre la phrase de Joseph Kizerbo qui disait « Quand on ne comprend pas ce qu'on cherche, quand on ne comprend pas ce qu'on cherche, quand on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne comprend pas ce qu'on trouve. » Mais je pense que nous sommes déjà sur la bonne voie et je tiens à dire seulement « I am and I will », le mot de la Journée mondiale de lutte contre le cancer d'aujourd'hui. Merci beaucoup, professeur Zongo Naï. Je rappelle que vous êtes professeur agrégé en oncologie chirurgicale. Ce soir, vous représentiez la coalition burkinabé contre le cancer, en abrégé COBUCAN. Et juste à côté de vous, monsieur Belem Issoufou, conseiller administratif et pédagogie à l'Institut Ivris, point focal de l'Association des femmes atteintes et affectées par le cancer, en abrégé AFACA. Rassurez-vous, nous, on vous accompagnera toujours. Pour peu que vous nous envoyez des correspondances en bonne et due forme, c'est sûr et certain qu'on sera là. Et puis également était avec nous sur ce plateau le docteur Hachimou Aboubakar. Vous êtes spécialiste en sciences infirmières, coordonnateur médical du Médecins du Monde France au Burkina Faso. Et juste à côté de vous, docteur Traoré Linda, médecin gynécologue, responsable projet Success de JH Piego. Je rappelle que c'est JH Piego et Médecins du Monde
Monde qui a eu l'idée d'organiser cette émission en marge de la journée mondiale de lutte contre le cancer. Merci à vous tous qui nous avez suivis et dans cet élan de prévenir contre cette maladie, tâchez surtout de ne pas faire les choses seules. Regardez autour de vous, des mains vous sont tendues, d'autres vous proposent de l'aide, d'autres vous en demandent, car celui qui pense pouvoir tout faire seul se trompe et celui qui pense que sans lui les autres ne peuvent rien faire se trompe davantage. Au revoir et à la prochaine.